Bon, apparemment, c'était pas une conjonctivite. Bonjour, bonsoir ou bonne nuit, c'est comme vous voulez, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Gravité Zéro. Si je vous parle aujourd'hui, si vous m'entendez, si vous pouviez aller boire un verre entre potes, il y a quelque temps, et si vous pourrez vous faire une bonne raclette l'hiver prochain, si nous existons tout simplement, c'est grâce à un personnage majeur dans notre système solaire. Il nous aide et nous accompagne dans notre évolution depuis un bon moment maintenant. Tous les jours, nous le voyons. Tous les ans, nous lui tournons autour. Vous aurez bien compris de qui je parle, notre Soleil. En effet, les étoiles ont un rôle primordial dans notre univers tout entier. C'est autour d'elles que nous trouvons la majorité des planètes, et potentiellement la vie, et ce sont elles qui constituent les galaxies, grandes ou petites. Mais nous verrons aussi quels sont les nouveau-nés de certaines nébuleuses, de grands nuages de gaz, et qu'en parallèle, elles peuvent être les créatrices d'autres de ces nuages de gaz et de ce que vous connaissez sous le nom de trous noirs. Vous l'aurez aussi sans doute compris grâce au titre de cet épisode, mais même si j'ai déjà un peu abordé le sujet dans l'épisode Comment construire un système solaire, nous nous attarderons aujourd'hui, pour le retour du printemps, à ces mastodontes spatiaux, ultra visibles et pourtant si mystérieux. Le point commun de toutes les étoiles de notre univers, c'est que tout commence par un rien. Un rien pas tout à fait. Plutôt un pas grand-chose. Notre univers est composé en grande majorité de vide, d'où le rien. Mais dans ce vide, les atomes créés et éparpillés dans toutes les directions par le Big Bang ont joué de leur gravité pour se réunir entre eux. Et en plus de ça, on peut rajouter les particules, les poussières et les molécules créées au cours des différents événements dans notre univers au cours de son existence. Au fur et à mesure, ces rassemblements atomiques ont formé de gigantesques nuages de gaz et de poussière. Pour certains d'entre eux, ce seront des pouponnières d'étoiles. À l'intérieur de cette masse gazeuse, la gravité, encore elle, va créer une certaine force, une certaine tension entre tous les atomes et les particules microscopiques. Et ces petites zones de gaz comprimées sont les cœurs protostellaires. Ces cœurs continuent d'attirer un peu ce qui se trouve autour d'eux. Ça se comprime, ça se contracte, ça chauffe, encore et jusqu'à un point de non-retour. Du fait d'une très grande force de contraction, un événement a eu lieu au cœur de la future étoile. Une réaction de fusion thermonucléaire. Engagés par ces forces colossales, deux atomes d'hydrogène se sont rencontrés et ont fusionné pour donner un atome d'hélium. Le tout en libérant une énorme quantité d'énergie. C'est ça la fusion. Cette énergie s'est étendue aux atomes voisins, engageant d'autres réactions. Par effet de réaction en chaîne, l'étoile s'est allumée. Il est possible aussi qu'une étoile n'atteigne jamais ce point de non-retour, et qu'aucune réaction nucléaire n'ait lieu. Ces étoiles avortées sont nommées des naines brunes. Pour les autres, même avant de s'allumer, l'étoile avait déjà un peu commencé à travailler. En effet, sa masse grandissante au cours de sa formation avait déjà induit un mouvement dans les atomes, molécules et particules environnantes dans le nuage primordial. À présent allumé, nous voyons un disque de matière se former autour de la jeune étoile. Ce sera le lieu de naissance de ces futures planètes. Une étoile a effectivement une vie bien remplie. Au cours de celle-ci, ce sont des millions, même milliards d'années de réactions nucléaires et aussi des mouvements de convection pour amener la chaleur et l'énergie du cœur vers la surface. Le but du jeu pour elle est de toujours avoir une production d'énergie suffisante pour maintenir son intégrité structurelle. De quoi ? Je sais pas que j'écoutais pas. Je m'explique. Une étoile, c'est un combat entre deux forces. La gravitation qui aimerait comprimer l'étoile sur elle-même et la pression interne due à la chaleur et à l'énergie nucléaire qui, elle, aimerait repousser les parois de l'étoile. Ces deux forces sont absolument nécessaires à la vie de l'étoile. S'il n'y avait que la gravité, l'étoile n'aurait jamais vraiment eu de naissance, et s'il n'y avait que la pression interne, sa matière se dissiperait comme une goutte de colorant dans l'eau. Une chose aussi plutôt importante à savoir, c'est qu'il n'y a pas qu'un seul type d'étoile dans tout notre univers. On peut trouver des naines rouges, des naines jaunes, notre étoile est typiquement une naine jaune. Nous avons aussi des naines blanches qui sont en quelque sorte des petites étoiles de faible masse, pas vraiment vivantes car il n'y a plus
d'activité thermonucléaire en son cœur. Et nous avons aussi des naines noires qui constituent un peu l'évolution des naines blanches. Mais si on veut du plus gros calibre, on a aussi, comme des géantes bleues, des étoiles supermassives consommant leur hydrogène très rapidement, ou encore des géantes et des supergéantes rouges, et ça on va en parler juste après. Une étoile, ça n'est pas éternel. Désolé si je vous l'apprends, et désolé si je vous le rappelle. Histoire de se représenter à quoi pourrait ressembler la mort d'une étoile, parlons du futur de la nôtre. Le Soleil est une étoile âgée d'environ 4,6 milliards d'années, pour une espérance de vie d'environ 10 milliards d'années. Le calcul est vite fait, il nous reste 5,4 milliards d'années avant que la date de péremption de notre étoile ne soit dépassée. Mais du coup là, c'est comme les laitages. Un mois après, c'est toujours ok ? Pas vraiment. En fait non, pas du tout. C'est même carrément plus compliqué. Vous l'aurez compris maintenant, le Soleil est un gigantesque réacteur thermonucléaire utilisant l'hydrogène comme combustible. Et il y a bien un moment où il va falloir faire le plein, sauf que là, c'est pas hyper possible. Le truc à savoir, c'est que déjà aujourd'hui, la luminosité du Soleil augmente de 10% par milliard d'années. De ce fait, en plus du réchauffement climatique causé par l'homme, la température à la surface de la Terre augmentera aussi à cause de la vieillesse du Soleil. Au fur et à mesure que le Soleil transformera ses dernières portions d'hydrogène, l'hélium créé au cours de son existence, accumulé au cœur, commencera à s'effondrer sur lui-même. À cause de ça, la taille de l'étoile augmentera de façon très significative. Au cours de ce processus, durant environ 5 millions d'années seulement, l'étoile passera de 700 000 km, sa taille actuelle, à plus de 170 millions de kilomètres. Pour ceux qui se rappellent un peu de l'épisode 2, vous vous souvenez aussi que la Terre se trouve à 150 millions de kilomètres du Soleil. 150 millions, 170 millions, autrement dit, on sera en plein dedans. Notre petite naine jaune sera devenue à ce moment-là ce qu'on appelle une géante rouge. En se comprimant, le cœur d'hélium va aussi se réchauffer et atteindre rapidement la température de plus de 100 millions de degrés contre 15 millions actuellement. À cette température, une nouvelle phase de la mort de l'étoile va pouvoir débuter, c'est la transformation de l'hélium en carbone. Normalement, cette succession de transformations nucléaires devrait se poursuivre jusqu'à la création du fer dans le cœur de l'étoile. Mais notre étoile est trop peu massive pour atteindre les 600 millions de degrés nécessaires. À court de carburant et de puissance nucléaire, l'équilibre des forces va commencer à vaciller et la gravité sera donnée vainqueur de cette bataille. Le centre de l'étoile deviendra donc une naine blanche et les couches externes se déchireront, se déliteront pour se détacher petit à petit du cœur mort. Le tout donnera une magnifique, je l'espère, nébuleuse planétaire éclairée depuis son centre par ce qui était autrefois notre Soleil. Ça, c'était pour les étoiles de type naine jaune. Mais selon la taille et surtout la masse de l'étoile, sa fin peut être un peu différente. Prenons le cas des géantes bleues. Plus gigantesques et plus massives que notre Soleil, elles consommeront beaucoup plus rapidement l'hydrogène que notre étoile. Lorsqu'il vient à manquer, la géante bleue grossit également et va commencer à former des éléments plus lourds que l'hydrogène, l'hélium ou même le carbone. En effet, la géante bleue possède une masse suffisante pour atteindre les 600 millions de degrés nécessaires à la formation du fer. En revanche, à partir de là, former des éléments plus lourds consommerait plus d'énergie qu'il n'en fournirait. À ce stade, la géante bleue est devenue une super géante rouge. L'énergie de réaction dans le cœur devenue insuffisante va laisser agir la gravitation. De ce fait, les couches internes vont s'effondrer sur le cœur et l'énergie dégagée par cet événement va complètement souffler les couches externes de l'étoile. C'est ce que nous appelons une supernova. Maintenant, il y a deux cas. Si la masse initiale de l'étoile était comprise entre 8 fois et 25 fois la masse solaire, cette supernova va former une étoile à neutrons. Un atome, c'est constitué d'électrons, de protons et de neutrons. Une étoile à neutrons, c'est une étoile qui est constituée exclusivement de neutrons. Et pour les étoiles dont la masse initiale dépassait les 25 fois la masse solaire, il y aura aussi création d'une étoile à neutrons, mais cette dernière sera instable et continuera de s'effondrer sur elle-même pour donner naissance à un trou noir.
Si vous n'y êtes pas déjà passé, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil ou d'oreille à l'épisode concernant la création du système solaire. Ça vous en dira plus sur ce qu'il se passe après la création de l'étoile et avant notre arrivée. Maintenant que vous êtes incollable sur la vie des étoiles, j'ai une question pour vous. Selon vous, est-ce que ce scénario de formation de l'étoile est éternel? Et dans ce cas, est-ce que notre univers est immortel? Pour ça, je vous laisse répondre, donner votre théorie et vos avis dans les commentaires. Pour ceux qui le souhaiteraient et qui ne sont pas déjà au courant, je suis aussi sur Instagram. En attendant vos réponses, j'espère que cet épisode vous a plu et que maintenant vous verrez vos coups de soleil d'une autre manière. Et moi je vous dis à la prochaine pour un autre épisode de Gravité Zéro.